Nous sommes réunis aujourd'hui pour réfléchir à l'héritage du massacre de l'École polytechnique de Montréal, un événement qui demeure l'un des moments les plus marquants et les plus douloureux de l'histoire de la violence fondée sur le genre au Canada. 36 ans plus tard, son impact se fait encore sentir, tant dans la douleur vécue par les survivantes, les familles et les communautés, que dans les réalités sociopolitiques qui continuent d'influencer l'égalité et la sécurité des femmes aujourd'hui. C'est dans ce contexte que nous avons l'honneur d'accueillir l'honorable Dr. Lynn Chantal Boudreau, ministre responsable de l'égalité des femmes au Nouveau-Brunswick. Je m'appelle Dany Gagnon et je suis la directrice associée du Centre Muriel McQueen Ferguson pour la recherche sur la violence familiale. Ensemble, la ministre et moi, nous explorons comment les leçons de 1989 résonnent encore aujourd'hui, ce qui a changé, ce qui reste à faire et les voies d'action qui s'imposent collectivement. Nous reconnaissons que le centre Muriel McQueen Ferguson se trouve sur le territoire traditionnel Wolastoqey, non cédé et non concédé. Ces terres font partie du territoire Wabanaki, reconnu dans les traités de paix et d'amitié qui établissent des relations fondées sur la paix, le respect mutuel et la collaboration de nation à nation. Nous reconnaissons également les effets persistants de la violence coloniale, y compris la crise nationale des femmes et filles et personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées. Puisse cette reconnaissance nous ancrer dans notre responsabilité commune de promouvoir la justice, la sécurité et l'équité. We acknowledge that the Muriel McQueen Ferguson Center is located on the unsurrendered and unceded traditional territory of the Wolastoqey people. These lands are part of the Wabanaki Territory, recognized in the peace and friendship treaties, which affirm relationships of peace, mutual respect, and nation-to-nation partnership. We also recognize the ongoing impacts of colonial violence, including the national crisis of missing and murdered Indigenous women, girls, and Two-Spirit people. May this acknowledgement ground us in our shared responsibility to advance justice, safety, and equity. Madame la ministre, bienvenue. Bonjour, Dany. Merci. Merci d'avoir pris le temps d'avoir cette conversation aujourd'hui avec nous. J'étais très occupée dernièrement, donc on apprécie votre temps. Ça me fait énormément plaisir. Le 6 décembre 1989, le massacre de Polytechnique Montréal est souvent décrit comme un moment crucial dans la façon dont les Canadiens et les Canadiennes comprennent la violence faite aux femmes. 36 ans plus tard, comment cet événement continue-t-il de façonner ou de ne pas façonner la conversation publique sur la violence fondée sur le genre? Merci pour cette question. Je pense que ça va rester très longtemps dans la mémoire collective, la date du 6 décembre 1989. Aujourd'hui, 36 années plus tard, je pense qu'on est encore très interpellé par rapport aux gestes qui ont été commis à cette date-là, spécifiquement en décembre. Et aussi, depuis ce temps-là, je pense que ça nous a, malheureusement, je vais mentionner, ça nous a permis peut-être de mettre des mots depuis toutes ces années-là, de mettre des mots et de continuer à mettre des mots sur tous les actes, toutes les formes de violence possibles qui sont fondées sur le genre. C'est très attristant de savoir que ça existe encore, même après ces nombreuses années-là. On reste encore dans cette période-là où on se questionne à savoir à chaque moment de notre semaine, de notre quotidien, il y a probablement des personnes, même au moment où on se parle, qui sont victimes de violences fondées sur le genre. Donc, pour moi, cette date-là, ce moment-là, ces années-là plus tard, c'est toujours un acte à la solidarité. C'est toujours un acte où on arrête le temps un peu pour dire ben, où on est rendu, quel parcours qu'on a fait, quelle action qu'on a mise de l'avant, et aussi qu'est-ce qui reste à faire, qu'est-ce qui reste à comprendre pour qu'un jour, une fois pour toutes, que toutes ces initiatives-là, ces violences-là, ces actes de féminicide puissent arrêter à travers, bien sûr, à travers le Nouveau-Brunswick, à travers le Canada, mais à travers le monde également. C'est quoi qui vous paraît le plus marquant du 6 décembre 1989? Si je me rapporte à ma propre histoire de cette date-là, en fait, je suis adolescente, je dirais que je suis rentrée dans l'âge adulte et je viens tout juste de finir mon baccalauréat en éducation spécialisée et ma sœur est étudiante à l'Université de Montréal. On sait qu'elle a un cours à la Polytechnique, mais on ne sait pas durant la semaine quel jour exactement que c'est. Et mes parents et moi-même, on apprend à partir de la télévision le massacre qui s'est passé. Fait que j'oublierai jamais cet instant-là de réelle panique pendant cette soirée-là où ça a duré près de 3 heures avant qu'on réussisse
enfin à recevoir des nouvelles de ma sœur. Tout ce que je me rappelle, c'est mon père qui est devant la télévision, puis dans son regard à lui, il voit des femmes aux cheveux blonds qui sont sur les civières. Et ma sœur était blonde à ce moment-là, elle l'est toujours d'ailleurs. Et c'était impossible pour nous de savoir si elle se retrouvait parmi les victimes ou si elle était chez elle en train d'étudier ou à la bibliothèque à ce moment-là. C'est juste 3 heures, 3 heures et demie après. Puis là, entre-temps, dans ces moments-là, il y a eu beaucoup de téléphones qui ont été acheminés chez nous parce que ça a été un événement qui a mobilisé finalement les médias à ce moment-là. Mais c'est certain qu'on n'est pas dans les ondes du réseau cellulaire. On n'a pas encore ces moyens de communication-là qui sont hyper efficaces aujourd'hui, qu'on sait à la seconde près. Ça fait que ma sœur, à ce moment-là, nous a communiqué 3 heures et demie plus tard pour nous dire qu'elle n'était pas à la Polytechnique. Ça fait que ça a été vraiment des moments extrêmement marquants. Puis ça a été vraiment comme un choc pour notre famille. Puis à chaque fois que le 6 décembre arrive de nouveau, depuis toutes ces années-là, on se rappelle ce souvenir-là où nous, on a été choyés comme famille, que ma sœur est avec nous aujourd'hui. Mais on sait consciemment que ça n'a pas été le même sort pour les 14 victimes à ce moment-là. Puis c'est pas seulement les victimes. On parle des victimes, oui, c'est tellement tragique, mais aussi tous les effets collatéraux que ça a donné aussi, autant chez les familles, les amis, les communautés. C'est vraiment, c'est ça quand je pense à cette date-là, c'est toujours ce premier souvenir-là qui me vient en tête. Sur quel moment de solidarité ou de silence résonne encore pour vous aujourd'hui en tant que représentante gouvernementale? Je trouve ça intéressant d'avoir cette question-là aussi, de voir en termes de solidarité, je le vois vraiment comme une réponse à la mobilisation, à l'action. Puis en même temps, je vois l'autre côté de la question qui parle de silence. Mm. Ce que j'espère depuis le 6 décembre 1989, c'est qu'on réussisse au quotidien à briser les silences qui entourent finalement toute la question de la violence fondée sur le genre. Cet événement-là nous rappelle tellement des résistances à nommer les différentes actions, des résistances à passer à différentes actions, des résistances aussi à la violence, finalement, elle appartient à l'autre, elle ne m'appartient pas à moi. Ça fait que je pense que c'est vraiment tellement important en tant que personne décideur, comme vous l'avez mentionné, en tant que ministre responsable de l'égalité des femmes, en tant que maman, en tant que Mimi, en tant que bénévole engagée pour cette cause-là, en tant que survivante. Je pourrais mentionner que le plus important pour moi, ça serait de regarder à voir qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement encore à partir d'aujourd'hui. Ça veut dire c'est miser beaucoup sur l'idée de la prévention, l'éducation, faire en sorte aussi qu'on fournit les ressources nécessaires pour qu'on puisse, finalement, j'étais avec des jeunes du secondaire ce matin, j'offrais justement une conférence sur ce sujet-là. C'était de savoir, est-ce que vous connaissez les ressources qui sont accessibles pour vous? Est-ce que vous connaissez dans vos environnements des ressources qui sont accessibles pour vous si vous êtes victime de violences fondées sur le genre? Est-ce qu'on est capable d'observer ces environnements-là ensemble? Si on se rend compte que les environnements, il y a des lacunes, qu'est-ce qu'on fait ensemble pour s'assurer que les gens vont avoir les ressources nécessaires? Ce que je disais aussi aux jeunes ce matin, c'est que la victime a besoin d'aide. La victime a besoin d'être entendue, elle a besoin d'être crue. La victime aussi a besoin de ressources, a besoin de soutien. La personne qui commet les actes de violence aussi a besoin de soutien, a besoin d'aide, a besoin d'être entendue, a besoin d'être comprise pour s'assurer que ce cycle de la violence-là prenne fin finalement. Et je pense qu'en termes de décideuses ou de personnes représentantes, je vous dirais, au sein du gouvernement du Nouveau-Brunswick, puis en tant que personne citoyenne aussi, c'est vraiment cette volonté-là de dire que l'inaction n'est plus possible. Les silences ne sont plus possibles, à moins que ce soit la personne victime qui choisit de garder ses propres silences pour elle, jusqu'à qu'elle soit capable de libérer sa propre parole. Mais autrement, je pense qu'il faut vraiment créer des espaces de bienveillants, des espaces aussi confidentiels, des espaces de soutien, des espaces de non-jugement, pour que chaque personne qui subit de la violence fondée sur le genre présentement sache qu'il y a quelqu'un, vraiment pas très loin, qui va pouvoir l'aider à s'en sortir. Donc, le Nouveau-Brunswick est maintenant l'une des rares provinces au Canada d'avoir annoncé la violence fondée sur le genre comme étant une épidémie.
Comment sommes-nous arrivés là? Merci pour la question. Effectivement, il y a des provinces qui ont choisi d'identifier la violence fondée sur le genre comme une épidémie. Nous, de notre côté, au Nouveau-Brunswick, on a décidé d'aller un pas un petit peu plus loin, je dirais, à ce moment-ci. Parce que quand on a commencé à faire des recherches pour savoir exactement qu'est-ce que ça définit, lorsqu'on donne la définition d'une épidémie, qu'est-ce que ça représente? Bien, en fait, selon nos constats, c'est que l'épidémie, elle commence à partir d'un moment donné. On vient de le voir, on a passé à travers d'une grosse épidémie avec la... On ne veut pas le ramener, mais COVID-19 nous a apporté dans cette expérience-là où on a appris beaucoup. L'épidémie, en principe, elle commence à un moment donné et elle se termine à un moment donné aussi. C'est un terme, c'est un concept qui est aussi relié à la santé. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a rencontré différentes équipes de chercheurs, puis on leur a posé la question, surtout des chercheurs qui s'intéressaient justement à la violence fondée sur le genre. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que lorsqu'on considère ce que nous vivons comme une épidémie, c'est comme si on peut faire aussi un peu fi de ce qui s'est passé auparavant. Il y a des femmes depuis, si on remonte à l'histoire, je pense que depuis toujours, il y a des femmes qui sont victimes ou des personnes qui sont victimes de violences fondées sur le genre. Ça ne date pas d'hier, ça n'a pas commencé nécessairement à un moment stratégique et c'est pas terminé, ça ne va pas se terminer. Ben, du moins, on aimerait que ça se termine du jour au lendemain, mais on sait qu'il y a encore du travail à faire dans ce sens-là. En apportant le mot crise systémique, là, on fait vraiment appel à la mobilisation, à l'ensemble des partenaires aussi, à l'ensemble des différents paliers, qu'on soit du côté du gouvernement, qu'on soit du domaine communautaire, qu'on soit du domaine je vais mettre postsecondaire, scolaire et tout ça, vraiment le domaine de l'entrepreneuriat, peu importe le domaine où on se situe, ou qu'on joue un rôle dans notre société, ou qu'on est personne citoyenne dans notre société, en amenant le mot crise systémique, on devient tous un peu des personnes qui peuvent contribuer à réduire à son maximum la violence fondée sur le genre. C'est vraiment un appel à la solidarité. En plaçant le mot crise systémique, c'est qu'on est conscient de cette situation-là, on est très conscient des dommages que ça fait aussi, on a des données là-dessus, on a des recherches, comme j'ai mentionné tout à l'heure, mais en amenant le mot crise systémique, là, c'est vraiment cet appel-là à dire, ben le fait que ça se passe, moi, j'ai une contribution à faire pour enrayer cette forme de violence-là. Donc, c'est vraiment cet appel-là que nous autres, on veut faire. On veut vraiment travailler du côté de tous les différents organismes, que ce soit dans les différents milieux que j'ai nommés tout à l'heure, pour vraiment dénoncer la normalisation de la violence aussi, d'identifier les différentes formes de violence qui se retrouvent dans tous les milieux, et de s'assurer aussi qu'on est capable d'être des partenaires là-dedans pour trouver des solutions pour l'enrayer définitivement. Selon vous, quel parallèle peut-on établir entre cet événement de l'École polytechnique et les formes de violence fondées sur le genre auxquelles le Nouveau-Brunswick est confronté aujourd'hui? Bien, en fait, le parallèle est présent. On pourrait vraiment voir les deux événements, même si ça s'est passé le 6 décembre 89 et qu'on se retrouve maintenant à l'aube du 6 décembre. On est le 6 décembre 2025. Il y a encore beaucoup de violence qui est là présente, fondée sur le genre. C'est la présence de la violence qui est quotidienne, qui se retrouve dans tous les environnements, en fait. La misogynie et le patriarcat est extrêmement présent dans nos milieux. Ce qui est important pour nous au Nouveau-Brunswick, puis c'est surtout ça qu'on mise, puis même depuis l'arrivée du 6 décembre, bien entendu, c'est toute la notion de continuer à travailler très fort pour amener des éléments de prévention et d'éducation dans tous les milieux. Puis là, je veux noter tout à l'heure, j'ai quand même apporté la notion de la prévention puis l'éducation, mais j'aimerais que les gens comprennent qu'il faut partir de la toute petite enfance. D'être là, même la maman qui est enceinte, qui attend son enfant, comment elle peut s'imaginer ce monde sans violence-là pour son enfant? Qu'est-ce qu'on peut déjà travailler avec la maman? Comment on peut mettre des mots sur ce qu'elle souhaite pour son enfant et comment on peut créer ce monde-là avec elle? Et là, si on va vraiment dans le continuum de la vie, bien, on se rend aussi à nos personnes aînées. Nos personnes aînées, nos femmes aînées, ou peu importe euh, les gens, j'ai la chance d'aller voir, je suis ministre responsable des aînés aussi en même temps, puis j'ai la possibilité ou le grand privilège de rencontrer des personnes aînées, de discuter avec elles. J'ai parcouru la province déjà. Et c'est pas surprenant. Peut-être que les gens qui vont l'entendre vont trouver ça surprenant,
Mais peu importe l'âge de la personne, c'est très fréquent pour moi dans une même semaine que j'entends qu'il y a quelqu'un qui a été victime de violence. Et les personnes aînées font partie de ces groupes-là aussi. J'entends des témoignages qui arrivent vers moi que des femmes aînées, pour différentes raisons, ont subi des actes de violence pendant leur parcours en tant que femmes. Ça veut dire qu'ils ont été demandés à avoir des relations sexuelles à des moments où elles ne souhaitaient pas en avoir. Elles ont dû à faire fonder des familles, donc avoir des enfants, mettre des enfants au monde, sans nécessairement que leur cœur et leur corps leur donnaient d'autres signes. On est même témoin, on sait qu'il y a des femmes qui sont même décédées parce qu'elles ne devaient plus donner naissance à des enfants, puis elles avaient un devoir de le faire, donc elles sont décédées. C'est toutes des histoires qui sont extrêmement tristes et extrêmement touchantes, je trouve. Mais quand on fait le parallèle avec ce qui s'est passé en 1989, puis on se retrouve aujourd'hui, malheureusement, il y a encore des témoignages dans ce sens-là. Et l'autre jour, j'étais avec une personne aînée, puis elle me disait, parce que j'avais donné une formation sur les relations saines chez les personnes aînées, les différents types de violences, et cette femme-là est venue me voir. Et elle m'a dit, en fait, c'était 3, 4 madames qui sont venues me voir à la fin de la présentation. Et elles m'ont dit, c'est intéressant parce que je sens que ma parole peut se libérer maintenant. Pendant des années, elle était dans les années 90, elle a fait le signe qu'elle était zippée. Il n'y avait pas d'espace. Puis là, quand je vous entends aujourd'hui, ministre, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'écoute dans le message que je souhaite partager, même si c'était extrêmement difficile. J'ai jamais eu d'autre place avant pour libérer cette parole-là. Quand on pense à la question de être plus ouvert à les conversations, c'est vraiment créer les espaces pour que ces personnes-là puissent en parler. Puis la question de collectivité, c'est pas vraiment répondre aux besoins, c'est pas nécessairement juste écouter, mais c'est vraiment écouter d'une façon qui engage dans une relation saine, que ce soit une relation d'amitié, de professionnel. Puis ces relations-là, pour autant, comme je l'ai mentionné tantôt, qu'elles sont fondées sur des valeurs de respect, de bienveillance, de confiance, de collaboration. Moi, j'entends souvent dans mon expérience, bien, on collabore ensemble. Puis là, j'essaie toujours de prendre un recul. Est-ce que c'est réellement de la collaboration ou de la coopération? Il y a vraiment comme une distinction pour moi entre les deux. La collaboration, c'est basé sur la confiance. Est-ce que je suis confiante lorsque je vais sortir de l'environnement que cette personne-là va continuer à parler en bien de moi si elle parlait en bien quand j'étais là? Est-ce que je suis confiante que s'il arrive quelque chose pour lequel moi je serais touchée par la décision qu'elle va prendre, est-ce qu'elle a fait attention à qui moi je suis comme individu? Est-ce qu'elle a fait attention de mon environnement ou de mes environnements? Est-ce qu'elle va me soutenir même quand je ne suis pas là? Est-ce qu'elle va amplifier ma voix parce que je lui ai donné la permission d'amplifier ma voix? Est-ce qu'elle va le faire? Et c'est vraiment ces éléments-là, pour moi, qui sont vraiment très importants, d'entrer en relation avec l'autre. J'ai beaucoup aussi entendu des gens, ben, c'est probable, elle va être d'accord avec ça. Elle va être d'accord. Moi, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Quand j'étais directrice d'école, je me rappelle où on avait des fois de la difficulté à avoir nos parents pendant les rencontres parents-mères. Ça nous prend des parents autour de la table. Puis c'est un peu la même chose ici sur la violence fondée sur le genre. Si on veut être à la recherche de soutien, il faut d'abord comprendre les réalités. Puis les réalités d'une façon unique, dans l'unicité de la personne. Chaque personne a sa propre histoire. Et cette histoire-là mérite d'être reconnue. Nous voyons maintenant la misogynie qu'on a vue par rapport à le massacre de Montréal étant vraiment... on voit vraiment ces formes de violence-là comme étant l'extrême, des formes contemporaines d'extrémisme violent. Comment le ministère ou la société réfléchit-elle à ces nouvelles formes de violence qui sont souvent commises par les réseaux sociaux? C'est certain qu'on est très alarmé parce que ça a développé d'une façon exponentielle ce type de violence-là.
Les statistiques nous démontrent que c'est presque inimaginable. Puis, il y a même des personnes que lorsqu'ils subissent ce genre de violence-là, choisissent la mort au lieu de continuer à vivre tellement que c'est oppressant pour ces personnes-là. Je pense que de mon côté, puis du côté du gouvernement, puis même du côté de la société, c'est vraiment misé par la prévention, en offrant de l'éducation qui est spécifiquement reliée à la violence fondée sur le genre, mais qui est par le biais de réseaux sociaux. Si on regarde toute la question de la pornographie juvénile, par exemple, quand je donnais des conférences, puis encore là, j'en ai parlé aujourd'hui, quand je donne des conférences où je ne suis pas certaine que les enfants ou même les adultes réalisent qu'à chaque fois qu'on fait un partage d'une photo dans nos réseaux sociaux, puis tout de suite après, on dit, ben on va l'effacer. Ben il est trop tard. Une fois que la photo est partie, elle est partie. Elle ne nous appartient plus, en fait. Fait que tout type de photo qu'on envoie, des fois on dit, ah ben je l'ai effacée, ça paraît plus vraiment. C'est vraiment cet enjeu-là. Puis quand j'ai la chance d'offrir des conférences sur le sujet ou de discuter sur le sujet, j'ai souvent des visages, encore aujourd'hui, qui sont très surpris par cette information-là. Quand on regarde toute la question des leurs d'enfants aussi, quand on regarde toute la pression, la cyber-intimidation qui existe présentement, il y a des menaces qui sont faites de la part, ben, si tu n'acceptes pas de faire tel ou tel comportement, ben moi, je vais aller de l'avant, ou d'autant plus avec ce que j'ai comme information, avec les images qui m'ont été transmises, avec les messages écrits qui ont été transmis. Puis on réalise aussi de plus en plus, la recherche nous dit que on parle le 6 décembre, bien sûr, de la violence fondée sur le genre, la violence aussi qui est faite envers nos femmes, nos filles, mais les garçons, les hommes, si je genre ceci, sont aussi, sinon plus, à risque. C'est tout à fait incroyable. Ça rentre vraiment dans tous les milieux. Ça fait que c'est pour ça que c'est important de l'adresser. À chaque fois, il faut l'adresser. Puis, à mon avis, c'est vraiment passé par l'éducation, mais dans toutes ses formes, qu'on soit dans des radios communautaires, qu'on soit dans des formes de médias qui sont les plus officielles, je pourrais dire. Mais encore là, ça pourrait même être justement par les réseaux sociaux, donner plus d'informations. Il faut vraiment aller à la rencontre de où les gens consomment, je vous dirais, ce genre de violence-là ou aient accès à ce genre de violence-là. C'est probablement par ce moyen-là qu'il faut rentrer pour informer davantage la population au risque. Puis là, je parle vraiment des enfants jusqu'aux personnes aînées, parce que les personnes aînées aussi sont énormément à risque de subir ce type de violence-là. Ça fait que je crois qu'à mon avis, plus qu'on sera informé, puis aussi, faut former les différentes personnes intervenantes autour. On a nos policiers qui sont impliqués, on a les gens de la cour aussi qui sont impliqués, toutes les personnes qui gravitent, qui travaillent au niveau des services autour des gens de notre société. Il faut qu'eux autres aussi soient à la fine pointe des informations, des découvertes, pour être capable aussi de trouver les bonnes informations à transmettre pour enlever le maximum de risques qui se passent si quelqu'un a pas des bonnes intentions, mais qui s'en va dans cette direction-là, justement pour faire des actes de violence fondés sur le genre. Ça change beaucoup, hein? Tu sais, la technologie, tu sais, on pense à la misogynie du 6 décembre 1989. Puis, c'est pas nécessairement très différent. Je veux dire, la société a changé beaucoup, mais le contexte n'a pas nécessairement changé. Ou le type de violence n'a pas nécessairement changé. C'est juste les différents moyens qui ont été que la violence est transmise. Oui, c'est intéressant parce que j'ai justement eu cette réflexion-là. J'ai eu cette réflexion-là tout récemment. Tu sais, je vais poser ces mots-là, je vais te nommer quelque chose. C'est pas un langage scientifique que je vais utiliser, mais j'ai comme l'impression que la violence est de plus en plus intelligente. Dans le sens qu'elle se faufile partout, par toutes sortes de moyens. Et la technologie est un de ceux-là aussi. On a vu dans la pornographie juvénile ou même dans la pornographie point à la ligne, qu'il y a des jeunes aujourd'hui ou des adultes qui consomment de la pornographie où on met la personne qui a une relation, je dirais, c'est souvent plus qu'autrement, ce sont des femmes qui sont agressées sexuellement dans ce type
je vous dirais, de médium-là, de ce moyen-là, pour mettre de l'avant ce qu'on pense qu'il pourrait être une relation sexuelle Normal. normale. Yeah. Mais en fait, c'est tout simplement un abus du corps de l'autre aussi qui est projeté. Fait que si on pense que s'il y a des jeunes aujourd'hui ou des personnes aujourd'hui, je ne vais pas tout mettre sur le dos des jeunes, mais tu sais, dans ce vouloir-là d'en apprendre davantage, dans ce désir-là de découverte, d'aller à la rencontre de l'autre, et si cette consommation-là se fait, ou cet apprentissage-là se fait par le biais des réseaux sociaux, par le biais de la pornographie, c'est vraiment une image extrêmement fausse de ce que c'est la réalité aussi. On est loin de la démarche d'entrer en relation avec l'autre, de regarder la notion du consentement, des relations respectueuses, d'avoir ce choix-là libre et éclairé aussi, irrévocable. À un moment donné, tu dis non, finalement, moi, ça ne me convient pas. On l'a décidé. Si le consentement, c'est le moment présent, ça se peut que j'avais un engagement avec toi, mais que finalement, quand j'arrive au moment ou peut-être de faire telle ou telle action avec toi, j'ai changé d'idée. Et qu'on a le droit de dire ça et de nommer ça. Et je pense que pour moi, ça fait vraiment toute la différence si on arrive à vraiment saisir les opportunités d'espace, d'échange, où on aborde justement différents enjeux, où on laisse à la disposition aussi soit des livres, ou soit ça peut être des podcasts, ça peut être toutes sortes de différents moyens qui vont rejoindre l'ensemble de la population pour donner une image beaucoup plus positive de qu'est-ce que c'est en réalité la sexualité, ou le rapprochement vers l'autre, ou d'entrer en relation avec l'autre, dans un acte intime de réciprocité, si on s'en va dans cette direction-là. On parle souvent du patriarcat étant pas bon pour les femmes, mais le patriarcat est aussi pas bon pour les hommes. Tout à fait. Ça renforce des stéréotypes, puis des expectations des relations qui sont pas saines. Puis comme tu dis, pour ce jeune gars-là, qui pense même pas au concept du consentement pour lui-même. Pour lui-même, tout à fait, dans son entrée en relation avec l'autre. Oui. Ce qui est intéressant dans l'échange que j'ai eu à ce moment-là avec ce jeune-là, c'est comme on ouvrait la porte on a ouvert la discussion sur la notion d'entrer en relation avec les autres. On a abordé, comme je l'ai mentionné, la notion du consentement aussi. Puis c'est de regarder que lui a réalisé à un moment donné qu'il avait le droit de dire non. Ouais. Parce que peut-être qu'on n'y avait jamais nécessairement nommé à ce tu as le droit aussi, toi, de dire non. Tu n'es pas toujours obligé d'être disposé à la meilleure de toi-même parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu as le droit de te choisir, en fait, comme personne. Tu as le droit de t'écouter. Puis ça me ramène aussi quand, là, je vais vraiment aux enfants. Puis ça aussi, j'aime toujours l'apporter. Moi, j'ai été un peu comme ça, comme parent, avec Marie-André et Marc-Antoine. Lorsqu'il y avait des enfants qui venaient jouer à la maison, ben c'était comme prête tes jouets. Sois gentil, sois gentil. Ça, je l'ai entendu, je l'ai même dit moi aussi. Et là, aujourd'hui, je suis complètement ailleurs. Avec la notion du consentement et les relations respectueuses, je suis complètement ailleurs parce que je me dis, pourquoi on demande à des enfants de prêter leurs jouets? Pourquoi on dirait plutôt aux enfants, quand tu auras le goût de prêter ton jouet, prête-le. Si tu n'as pas le goût, c'est correct aussi. C'est comme si, Dani, je te demandais tout de suite, prête-moi ton téléphone cellulaire et je vais partir avec. Ben là, tu vas me dire, ben voyons donc, c'est personnel, c'est à moi. J'ai des choses personnelles là-dedans. Tu es en train de me demander de te partager ça. Ben non, moi, ça ne me tente pas de te prêter mon téléphone cellulaire. Ben, on demande ça à des enfants. On demande ça à des enfants de dire, ben prête ce que tu as le plus précieux, prête-le à l'autre, sans savoir ce qui va arriver. On ne sait pas. On laisse la providence faire les choses. Mais je me dis, si, très jeune, on est capable à dire aux enfants de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, ils n'ont peut-être pas envie de le prêter maintenant, peut-être que ça sera plus tard, puis c'est correct. Mais je crois vraiment dans cet enfant-là qui va grandir, qui va arriver à la période d'adolescence, la période adulte, où il aura appris à s'exprimer. Puis que l'autre aura appris aussi à entendre cette expression-là. En même temps, au lieu de forcer. Pas nécessairement le rejet, mais accepter les barrières, les boundaries que les gens mettent sur leur confort. Tout à fait. Puis la socialisation a un grand rôle à jouer là-dedans. Tu sais, la notion on genre tout, on tient à genrer encore trop, à mon avis. Tu sais, que de laisser l'enfant dans sa pure expression, dans sa pleine expression. Je pense que c'est nous, en tant qu'adultes, on a avantage à écouter nos enfants, à les aider parfois à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, pour être capable d'identifier.
Puis je me dis, imaginez-vous ce processus-là, si on commence dès la petite enfance, comme parents, comme famille, parce que des fois, on peut pas nécessairement avoir des enfants pour nous, mais ça se peut que c'est les enfants de nos frères, de nos sœurs qu'on a autour de nous, mais d'être capable de les supporter dans leur message aussi. Que s'ils expriment quelque chose, qu'il y a une personne adulte qui l'entend, puis qui est aussi qui est capable de l'amplifier, cette voix-là. De manière à ce que quand cette personne citoyenne-là va devenir adulte, elle aura pris, parce que ça nous arrive tous de nous tromper. Ça se peut qu'on ne dit pas exactement le bon mot au bon moment, puis la bonne façon. Mais si on se pratique ensemble, je peux juste m'imaginer quelle sorte de société qu'on va pouvoir créer. Pour toi, Lynn Chantal, c'est quoi qui te donne l'espoir qu'on peut faire des changements pour les femmes, les filles et les personnes de diversité de genre pour contrer la violence basée sur le genre? Je pense que c'est le fait d'être assis devant toi aujourd'hui, que tu es en train d'entendre. Tu me donnes la possibilité d'amplifier ce message-là. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Merci pour cette possibilité-là. Merci de m'avoir choisi. Je le reconnais. Puis je suis très fière de ça aussi. Merci. Je pourrais dire aussi, ma décision de me présenter en politique était dans cette intention-là aussi, de servir la province du Nouveau-Brunswick d'une façon différente. Il y a deux éléments qui m'ont amené à être devant toi aujourd'hui, puis probablement d'être sous ce ministère-là, je te dirais. C'est la première ministre, comme j'ai nommé tout à l'heure, Mme Susan Holt. Elle m'a tellement donné espoir que c'était possible enfin de créer cette province-là. Cette province-là où chaque personne pourrait s'émanciper pleinement selon ses rêves, ses ambitions, puis qu'on allait avoir des ressources aussi des gens qui allaient être très à l'écoute de ça pour aider en cas de besoin. Notre première ministre m'a donné cet espoir-là, ce désir-là de dire, OK, là maintenant, le temps est arrivé. Parce que quand j'arrive, que ce soit à l'Assemblée législative, que ce soit à Chancery, qui n'est pas loin de l'endroit où on se réunit, les ministres, hein, c'est un bureau où les membres du cabinet sont là, où je vois beaucoup de photos d'anciens premiers ministres qui ont été élus. Oui. Moi, je voudrais sincèrement reconnaître leur travail. Parce que c'est certain que le travail a une contribution pour faire en sorte que là où on est rendu aujourd'hui. Mais quand je m'assois là, à cet endroit-là spécifiquement, parce que ça m'arrive souvent d'aller m'asseoir là, j'ai besoin comme ce recueillement-là. En arrière de ces photos-là, je vois les femmes qui ont été là. Je vois des heures et des heures et des heures de sacrifice de femmes, invisibles pour la plupart, qui ne sont peut-être pas été très peu nommées ou qui sont peut-être même jamais nommées, qui souvent ont aidé ces personnes-là qui ont eu accès à ces postes-là. Ça, pour moi, c'est important de rendre visible l'invisibilité. Oui. Ça serait vraiment génial qu'un jour, là, qu'on puisse s'arrêter et qu'on puisse reconnaître ces femmes-là qui ont été à l'arrière de ça. Il y a aussi une autre personne qui me donne espoir. C'est mon petit-fils Charlie. Lui, il y a 3 ans, quand il est venu au monde, je voulais vraiment qu'il dise que sa Mimi allait aller au bout de ses convictions puis de ses rêves. Puis si mes enfants étaient assis ici avec moi puis mes membres de ma famille, ils te diraient à l'unanimité que ma mission de vie, eux la connaissent. Puis c'est vraiment de faire en sorte qu'on puisse vivre dans un monde sans violence. C'est vraiment, vraiment ça qui est ma mission de vie. Puis pour Charles-Antoine, cet être-là que ma fille a mis au monde, dans tout cet amour-là qui entoure Charles-Antoine, moi, je voudrais que l'histoire soit différente pour Charles-Antoine qu'elle a été de mes enfants. Moi, j'aurais aimé ça que mes enfants vivent dans un milieu où la violence n'a pas été présente. Mais par un conjoint qui est arrivé dans ma vie après, qui n'est pas le père de mes enfants, mon histoire a été transformée. Ça fait que mes enfants, même si j'avais souhaité pour eux autres qu'ils n'auraient jamais eu à côtoyer ça de plus près ou de si près, mais ça ne s'est pas passé. Fait que pour mon petit-fils Charlie, c'est ça que je lui souhaite. Qu'un jour que lui puisse pleinement s'émanciper, selon ses rêves, ses ambitions, ses choix, tous ses choix. Je serai là pour l'appuyer et le soutenir. Puis Mimi, elle va travailler fort avec l'ensemble des personnes de la province du Nouveau-Brunswick, parce que ça, on ne peut pas le faire tout seul, puis c'est comme moi, cette mission-là. Je vais travailler jusqu'à mon dernier jour pour ça, pour réaliser ça. Puis si vous voulez, accompagnez-moi là-dedans, ce beau rêve-là.
je voulais te remercier pour partager ton temps, tes perspectives, puis une partie de toi-même dans cette conversation. Pour nous, le choix était vraiment facile de choisir toi. Puis c'était pas une question de politique, c'était une question de quand tu as été élu dans le rôle, tout le monde dans le secteur était comme yeah, on a quelqu'un qui nous comprend. Puis c'est pour ça qu'on t'a invité parce que tu comprends les réalités. Puis tu nous donnes un espoir aussi de l'avancement. Donc, C'est pour ça que j'ai créé le Cercle de la ministre aussi. Ça serait peut-être important de le mentionner. C'est pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une rencontre avec moi, avec les membres de l'équipe, juste qu'on s'assoit ensemble dans un endroit intime. Parce que plus que je vais être près des gens du Nouveau-Brunswick, plus je vais être prêt de comprendre, être plus à l'affût pour comprendre leurs différentes réalités. C'est très important pour moi aussi. On n'a pas parlé de mon Bibi. Oui. On va terminer peut-être en parlant de mon Bibi, qui est mon chat de 17 ans, qui est à la maison. Que Bibi, à sa façon, nous a aidés à passer à travers la période difficile. Puis, toutes les personnes qui me côtoient connaissent mon fameux chat Bibi. Notre fameux chat Bibi, c'est vraiment un petit être qui est tellement important. Puis, ça me permet aussi, à travers Bibi, à travers l'histoire de Bibi, de partager mon témoignage personnel, mon histoire de vie personnelle aussi. Et quand je me rends compte de voir les enfants, c'est souvent Bibi qui est au premier plan. Puis un jour, j'espère de reconnaître Bibi, la voix de Bibi une autre façon, de façon différente. Il y aura peut-être des écrits qui s'en viendront éventuellement sur Bibi, qui sera mis à la disposition de l'ensemble des personnes du Nouveau-Brunswick. j'ai hâte de voir ça. J'adore Bibi. Merci. Merci beaucoup, Madame la ministre.